Beaucoup de gens m'ont dit « Pourquoi un water cooling custom ?» Et moi j'ai envie de leur répondre « Pourquoi pas ?» C'est-à-dire que monter un PC, ça c'est bon, je sais faire, il n'y a pas de problème. Mais monter un water cooling, c'est carrément autre chose. Je ne sais pas monter de water cooling custom, en tout cas je ne savais pas. Mais justement, c'est quand je ne sais pas que ça devient intéressant. Et ouais, c'est vraiment juste pour ça. C'est juste pour l'expérience, pour me dire, je l'ai fait au moins une fois. Avant de commencer, je pense qu'il est important de présenter le matos qui va nous suivre tout au long de cette vidéo. Pour le premier composant, est-ce qu'on a vraiment besoin de le présenter? Le Ryzen 7 7800X 3D, le meilleur processeur gaming de cette génération. Là, pour le coup, entre Intel ou AMD, il n'y avait clairement pas de débat. Pour la carte mère, le choix a été assez vite fait. Je me suis orienté vers une NZXT N7 B650E. Je n'avais clairement pas besoin d'un chipset en X, comme 90% des gens, en fait. Enfin, concernant l'aspect, j'ai un problème avec le design des cartes mères des autres constructeurs que je trouve un peu... Ça manque de subtilité. Il y a un manque de subtilité qui est assez flagrant. En fait, dès le début, j'avais une idée très précise du design que je souhaitais donner à ma machine, et cette carte mère en fait correspondait parfaitement à ce que je recherchais. Pour la RAM, G-Skill m'a mis tout de suite d'accord dès qu'ils ont sorti leur gamme Trident Z5 Neo, donc la gamme qui est spécifiquement optimisée AMD Expo. Concernant les performances, on est sur du 2x16 Go 6000 MHz CL30, qui est à mon sens le meilleur rapport performance-prix pour de la M5. Enfin, pour le design, on notera que j'ai volontairement mis de la RAM sans RGB, toujours avec en tête une idée de ma machine qui est assez précise. Voilà, point faible, trop belle. Pour les SSD, eh bien nous en avons deux. Un premier, le 990 Pro de 1TB, et enfin un 980 Pro de 2TB. Pour tout ce qui va être jeux vidéo. Et on attaque maintenant avec du très lourd i7 AMD Radeon RX 7900 XTX. Il se trouve que EKWB ne propose un waterblock AMD que pour la 7900 XTX. Et ce waterblock est compatible uniquement pour les séries Founders de chez AMD. Voilà pourquoi je me suis dégoté cette carte graphique et ça a été dur, J'ai dû attendre 2 mois à le checker tous les jours dès qu'elle soit dispo. Mais je l'ai eu. Et si vous vous posez la question de pourquoi AMD, eh bien tout simplement, j'ai toujours eu des cartes graphiques AMD. Je n'ai jamais quitté les rouges, ça s'est toujours super bien passé, du coup, quoi changer en fait? Et notre alimentation sera une Be Quiet Straight Power 12 850 watts Platinum. Prévoyant que la machine allait tout le temps être allumée, je savais que j'allais pouvoir rentabiliser l'achat d'une Platinum par rapport à une Gold directement sur ma facture d'électricité. Tous ces composants seront accompagnés de ces magnifiques Lianli Infinity. Les versions LCD n'étaient pas encore sorties quand j'ai fait cette machine, mais au final, je ne sais même pas si j'aurais pris les versions LCD. Et tous ces composants seront placés dans un boîtier Height Y60 que je montrerai plus tard. J'ai longtemps hésité à prendre une Lianli O11 évidemment, mais j'ai eu un réel coup de cœur sur la Height. L'aspect, la forme du boîtier est vraiment différent de ce qu'on peut voir sur les boîtiers habituels. Donc en termes de tubing pour le water cooling, je trouve que le défi était beaucoup plus intéressant. Et au-delà de ça, c'est une tour où on voit assez peu de water cooling parce qu'elle n'est pas vraiment marketée pour ça, contrairement à la Lianli O11. Pour terminer sur les composants concernant le water cooling, je me suis évidemment orienté vers EKWB car ce sont les meilleurs. Néanmoins, quand j'avais acheté mes composants, le drama concernant les conditions de travail là-bas n'était pas encore sorti. Concernant le matos, j'ai évidemment pris la série Vector et Velocity 2, et pour le réservoir, j'ai pris le plus petit possible. Vous allez très rapidement comprendre pourquoi. Enfin, pour le liquide, j'ai pris le Mystic Fog de chez EKWB, couplé avec les tubes que j'ai achetés cette fois-ci chez Corsair. C'est les seuls à faire ça. Ce sont des tubes satinés qu'on verra un peu plus tard, qui sont magnifiques, mais particulièrement difficiles à gérer, c'est le cas de le dire. Alors avant de démarrer la tour, il fallait évidemment que je prépare le setup. En plus, vu que je voulais tourner, il y avait pas mal de trucs à préparer. À la fin, ça donnait ça. Bon, c'était un peu le chaos, mais au moins, j'étais bien éclairé pour voir ce que je faisais. En plus, une
Petite coquetterie que j'avais fait, mais en fait, c'était vraiment trop le bon plan, c'est que je m'étais acheté des gants pour le montage. La machine est giga clean et c'était vraiment une putain d'idée. Bon, alors c'est parti. Alors, la carte mère, vraiment avec tout l'amour que j'ai pour ma carte mère, objectivement, les cartes mères NZXT sont vraiment beaucoup trop chères par rapport à la concurrence. Maintenant là, actuellement, ce qui me faisait vraiment flipper, c'est le fait que j'ai un de mes composants qui soit en panne directement à la sortie de boîte. Ça peut arriver, c'est rare, mais ça arrive. Le debug d'un water cooling, c'est pas comme le debug d'une tour fixe où tu peux tout dépioter, enlever ce que tu as envie d'enlever. Non, ça se passe pas comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est un truc giga sale où j'ai tout monté à chaud et je me suis servi d'un de mes ventilateurs Infinity pour refroidir d'une certaine manière mon processeur. Et je voulais juste un post, je voulais juste le logo de ma carte mère qui me dit ça fonctionne, tu vas tout monter, tout va bien se passer. Clairement à ne pas reproduire à la maison, c'était vraiment con comme méthode parce que j'aurais pu griller quelque chose. Mais au moins j'étais sûr et je peux passer tranquillement à l'étape suivante qui est la Secure Frame. La Secure Frame à la base je l'avais vraiment prise un peu comme les gants par coquetterie et puis ça a vraiment été un autre achat ultra smart, c'est-à-dire protéger mon processeur du métal liquide. Pour ceux qui l'auraient pas compris, c'est vraiment le montage où je m'éclate à faire des tests. Je teste le water cooling, Secure Frame c'est la première fois que j'en mettais une en AM5 et pareil métal liquide je n'en avais jamais mis, donc c'était full découverte pour moi, c'était trop intéressant. Qui dit découverte dit tuto, parce que là ça se voit pas, mais de temps en temps de checker des petits tutos, particulièrement celui de Gamers Nexus qui était vraiment super intéressant où il expliquait exactement comment bien mettre une Secure Frame correctement. C'est quelque chose à faire calmement, on prend son temps, mais au final quand j'ai mis le métal liquide, je me suis vraiment senti beaucoup plus en sécurité que si j'avais le socket à l'air libre. Et justement le métal liquide, parlons-en, parlons de cette merde qui est infernal à étaler et encore plus à faire sortir correctement de sa pipette. Je vais vous laisser l'extrait pour que vous compreniez un peu ce qui s'est passé. Ok, c'est la giga merde. J'ai vraiment, mais vraiment pas appuyé fort. Avant d'expliquer mon erreur, je vais surtout prendre le temps de réparer ma connerie. Le métal liquide, ce sont des petites billes que tu peux faire rouler sur la carte mère. C'est pas comme de la pâte thermique qui s'étale. Donc, dans un sens, c'est un peu plus facile à nettoyer. Le plus gros problème ici, c'est que des billes de métal liquide avaient roulé sous les dissipateurs des étages d'alimentation. Donc, c'était bien planqué au fin fond de la carte mère. Et j'avais juste peur d'une seule chose, c'est que je n'ai pas tout ramassé et que lors du premier allumage, je vois de jolies étincelles parce que le métal avait fait contact avec un composant électrique. Je te laisse imaginer la catastrophe que ça aurait pu être si je n'avais pas mis cette Secure Frame. Mais bon, on peut enfin passer à l'étalage du métal liquide et on peut le voir, je galère, c'est vraiment un enfer à étaler. J'ai dû malgré tout mettre quand même un peu de pression au niveau du coton-tige pour que le métal arrive finalement à s'étaler. Avec le recul, c'était pas si compliqué que ça, c'était juste très long et chiant, mais je me suis malgré tout appliqué pour pouvoir mettre du métal sur chaque recoin du processeur. Mais même là, ce n'est pas fini. Et oui, car contrairement à la pâte thermique où il faut juste en mettre sur le processeur, le métal liquide, on a besoin de l'étaler sur les deux côtés, à savoir le processeur et le Waterblock CPU. Cette deuxième tentative va me permettre de t'expliquer quelle a été mon erreur lorsque j'ai mis le métal liquide. Parce que pour le coup, la deuxième tentative a été réussie. Il faut mettre la pipette à plat sur le métal pour laisser la bille glisser et rouler sur le support. Une fois cette étape faite, je peux enfin placer mon Waterblock CPU à l'aide de Matitz et son sourire de killer. Merci à lui, il m'a accompagné durant tout le montage. Sans lui, j'aurais été vraiment dans la merde. Au moment où j'ai mis ce Waterblock CPU, j'ai senti le potentiel de la machine à apparaître. Franchement, le noir du Velocity avec le noir de la carte mère, ça rend vachement bien. J'étais vraiment ultra content du résultat. On peut maintenant attaquer avec le Waterblock GPU. Le matos, tu sens que c'est de la quali, c'est super lourd alors que j'ai pas encore mis la carte graphique dedans. Et c'était une autre partie du montage que j'appréhendais. Je crois que j'appréhendais absolument toutes les parties de ce montage. Mais cette partie vraiment me faisait flipper parce que je vais quand même démonter du matos à plus de 1000 balles. Donc il faut vraiment pas se foirer. Encore une fois, pour cette partie, le grand technicien vient nous aider. Et vraiment, dans son tuto, il n'avait pas tort.
essayer de déconnecter les câbles des ventilateurs et des LED, ça a été la chose la plus dure. J'ai cru que j'allais péter le port de connecteur. Mais encore une fois, on prend son temps, on y va délicatement et on y arrive. Stay cool. Il y a ensuite le démontage et le dévissage de la carte graphique. Rien à ajouter sur ce point-là, juste bien placer les vis au bon endroit lorsqu'on l'on démonte pour pouvoir remonter la carte graphique par la suite avec les bonnes vis au bon endroit. Et ensuite arrive le moment fatidique, assez chaud, où on doit essayer de tirer un peu à gauche à droite pour pouvoir détacher le PCB du reste du module. Mais grâce à Matitz, j'ai réussi à passer cette étape. Il tire par là un peu... Ah oui, ok, d'accord. Ok. Je remonte le module thermique avec la backplate et je nettoie le die de la puce graphique. Et nous voilà avec un magnifique PCB avec lequel on va pouvoir travailler. Comme je l'ai dit, pas de métal liquide pour cette partie, mais des pads à découper un par un, module par module. C'était particulièrement long et chiant parce qu'on doit le faire à la fois sur le PCB et sur le waterblock GPU au niveau de la backplate. Un petit coup de pâte thermique, on rassemble tout et le travail est terminé. Clairement pas l'étape la plus intéressante, mais je suis malgré tout très content du résultat. On peut enfin s'attaquer à la tour. J'aime vraiment beaucoup ce boîtier. Il est assez compact, du coup quand on met les composants dedans, tout est globalement occupé dans les moindres recoins et on ne voit pas le châssis, on ne voit plus la structure du boîtier qui fait que on n'a plus l'impression d'avoir affaire à un ordinateur. Maintenant, on perd pas de temps, on démonte tout pour y placer la carte mère et on détache le châssis du radiateur pour pouvoir justement y visser le radiateur EKW et c'est magnifique Lianli Infinity. Vraiment, je l'ai pas encore dit, mais l'objectif de la config, c'était vraiment de prouver que sobriété et LED pouvaient vivre communément dans une machine et que ce soit beau. Et vraiment, tout est passé à un poil de cul, que ce soit l'épaisseur, le châssis à coller sur le radiateur avec les visseries. Waouh, c'était pas loin. Du coup, jour 2. Aujourd'hui, on va plutôt s'occuper de tout ce qui est câblage, on va s'occuper de l'alimentation. Je vais aussi m'occuper de placer la pompe. Et si on a un peu de temps, on commencera à taper dans la custom loop. Concernant l'alimentation, c'était pas vraiment la Be Quiet qui m'a coûté cher, mais bien les cable mods que j'ai pris à côté. Donc j'ai pas pris des extensions, j'ai vraiment pris des câbles pour remplacer les câbles d'origine, parce que sinon ça m'aurait fait trop de nœuds de câbles dans la machine. Maintenant, les câbles, ils sont très beaux, je suis très content, mais je trouve ça vraiment beaucoup trop cher. Après, pour la petite histoire, pour cette config, ça fait 5 ans que je veux me monter un water cooling. Du coup, je suis vraiment parti en mode zéro compromis. Je prends ce que je veux. La machine va être exactement comme je souhaite. Elle va me durer le plus longtemps possible. C'est donc parti pour le cable management. Alors moi, c'est vraiment un moment du montage que j'adore faire, sachant que la config m'aidait parce que grâce au Lianli, j'avais 8 ventilateurs pour un total de seulement 4 câbles. Alors, au niveau du cable management, je me suis bien démerdé. Parce qu'en fait, du coup, j'ai planqué mon Lianli Hub derrière, là, ici. Il est bien planqué. Ça, boum, on le voit pas. Ensuite, je me suis occupé du réservoir et c'est là que j'ai commencé à faire l'apprenti sorcier. Déjà, je me suis acheté un module en métal vendu par EKWB pour planquer ma pompe. Et ensuite, il s'agissait de placer le réservoir avec la pompe littéralement sur le châssis de la Y60. Il faut savoir que d'habitude, les pompes plus réservoirs se fixent directement sur les ventilateurs, sauf que moi j'aime tellement les Infinity que je ne voulais vraiment pas quelque chose qui les obstrue. J'ai donc décidé de piffer totalement un système de fixation directement via le châssis du boîtier. On le verra plus tard, mais entre le tubing d'un côté et la carte graphique de l'autre, c'est vraiment pile à quelques millimètres près la bonne taille. Bon. Petit point sur la situation. Alors, mon bricolage que j'avais imaginé fonctionne très bien. Du coup, moi, c'était vraiment ici que je voulais le mettre. Juste, il va y avoir une super courbe un peu moche, je pense, qui va sortir de là pour essayer d'aller chercher le tuyau juste derrière. À voir comment je m'en sors au niveau des tuyaux, mais en tous les cas, je suis assez content du résultat. Et globalement, bah, une bonne gueule quand même. Aujourd'hui, on attaque le water cooling et je flippe à mort. Alors vraiment. Sachant que j'adore me compliquer la vie, je vais faire que des 45 degrés. C'est un peu le thème de la machine. Tout le RGB des EKWB en fait
suit des lignes de 45 degrés et j'aimerais le reproduire sur mon water cooling. On va essayer d'éviter d'y aller au pifomètre dès le début. Spoiler, j'y suis allé au pifomètre. Non, vraiment, le tubing, c'était un enfer. Avant d'en parler, j'ai évidemment placé tous les fittings aux différents endroits dont j'allais en avoir besoin. Le thème de la machine, c'est noir, blanc et chromé. Du coup, évidemment, j'ai pris les torques argent brillant, pas les mat. Je trouve que ça fait vraiment plastoc. J'ai placé la valve d'extraction du liquide dans un endroit assez planqué pour qu'il soit pas trop visible, mais suffisamment accessible pour que ce ne soit pas gênant. En vrai, je suis plutôt content de l'endroit où je l'ai mis. Pour m'aider dans le tubing, je m'étais acheté le kit Corsair Hardline Tubing, mon cul là. Et autant la scie m'a été d'une grande aide pour couper mon PMMA, autant le module en plastique pour t'aider à plier tes tubes. Sans déconner, qui m'a designé cette merde? Tu ne peux rien faire avec en fait. La précision, elle est nulle sur 20. Heureusement, j'avais déjà acheté il y a 5 ans un kit de bending sur AliExpress. Et vous savez quoi? Et bah le 45 degrés, il était pas 45 degrés. Je crois qu'il était à 46 ou 48 degrés. J'ai galéré pendant tellement de jours à faire des tubes qui de toute manière n'étaient pas droits à cause de mon matos qui puait la merde. Donc en gros, à la fin, distance et angle des tubes au pifomètre. Et aujourd'hui, je comprends enfin tous ces gens en fait qui vont au juger parce que oui, ça reste la meilleure méthode. Petit aparté concernant mes tubes, ce sont des tubes Corsair Hardline 14 mm PMMA, donc en fait, il faut utiliser une scie et pas une sorte de pince pour couper les tubes. Mais en plus, le fait qu'ils soient satinés fait qu'ils marquent super vite. Que ce soit au moindre impact, le satiné qui disparaît en même temps que les traces de feutre que j'avais mis comme repère, les traces de doigts évidemment, merci les gants. Pour dire, j'étais obligé de mettre un torchon autour de mon tube au moment de le scier, sinon ça faisait trop de marques et je ne pouvais rien en tirer. Et en ça, le PMMA satiné, contrairement au PETG classique, c'est vraiment la galère. Tu rajoutes ça au fait que je n'ai jamais fait de water cooling custom et c'est comme ça que j'ai mis littéralement 3 jours à faire mon water cooling. Non, je déconne pas, hein, vraiment 3 jours. Je vois des gens en ligne, leur premier water cooling, ils le font en 24 heures. Les gars, je sais pas comment vous faites, hein. Moi, ça m'a pris mais tellement de temps. À vrai dire, ma première journée a été purement une journée de test. Genre, j'avais pris 3 fois 3 mètres de tube pour un total de 9 mètres. J'avais pris volontairement large pour me tromper. J'allais pas terminer tant que j'avais pas le résultat que j'escomptais au départ. Du coup, après 2 jours, où est-ce que j'en suis? Rien n'est droit, hein. Si je devais résumer mon travail jusqu'à maintenant, rien n'est droit. C'est-à-dire que là, c'est bon, on est droit, tout est plat, il n'y a pas de souci. Cependant, là, le tube qui remonte jusque-là, il part un peu sur la gauche, donc ça c'est super. Cet embout-là, il part un peu en biais comme ça. Et évidemment, ce tube-là, il n'est pas droit. Il est un peu coincé par tout ce qui est autour. Je suis quand même satisfait de ce que j'ai pu faire. Et à partir de là, plus rien. Plus rien. J'ai plus aucun rush de ce qui s'est passé ensuite. Tout simplement parce que le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'ai trouvé ma config tellement affreuse que je me suis mis en mode tryhard et j'ai recommencé de zéro. Mais vraiment, j'ai tout refait. C'était une catastrophe. Donc, il fallait tout refaire. Il fallait vraiment tout refaire. La seule vidéo qui reste de cette dernière journée, c'est une petite vidéo que j'ai filmée avec mon téléphone et que j'ai envoyée aux collègues, leur montrant tous les déchets, tous les débris de mon travail. J'en étais au point de recycler les chutes des anciens tubes. Il m'a resté à la fin 1 mètre sur les 9 mètres. Alors que normalement, c'est quoi? C'est peut-être 3-4 mètres, allez, à tout casser, c'est suffisant. Et après une journée entière à tryhard, j'ai enfin réussi à avoir ce que je voulais. Et je suis vraiment, mais vraiment super fier du résultat. On a le tube en bas qui suit le parcours du réservoir pour arriver en 45 degrés jusqu'à la carte graphique. On a le petit 90 degrés pour partir du GPU jusqu'au CPU. Le grand tube 45 degrés qui part jusque dans le radiateur au-dessus. Le tube qui redescend jusqu'au réservoir avec un double 45 degrés. Et enfin, on ne le voit pas, mais ça a été sans doute le tube le plus dur à faire avec le premier que j'ai cité. C'est le tube qu'on voit à peine à l'arrière qui rejoint le réservoir avec le radiateur. Ça fait un sorte de S un peu tordu. Franchement, le tube,
il est beau, hein, vraiment, mais on ne le voit pas et ça donne une loupe assez subtile, j'adore. Je fais évidemment un test de fuite avec le leak tester de EKWB. Ensuite arrive enfin le moment où je dois remplir ma config pour la première fois. Pour ce faire, je me suis servi du liquide vendu par EKWB spécifiquement fait pour lancer les premières loupes. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais ça m'a permis de tester la config pendant 24 heures et de tester aussi la valve de sortie d'eau qui a très bien fonctionné. C'est toujours un moment un peu flippant hein, parce que tu ne sais pas si tu as tout bien fixé dans ta config, mais après ça j'ai pu enfin placer mon Mystic Fog dans la config et là c'était waouh. Et pour le reste je vous laisse kiffer. Merci à toi qui est resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce projet, ça fait très longtemps que je voulais le faire. Le délire de la vidéo, c'était vraiment un bonus qui m'a un peu compliqué la vie. Et j'ai mis du temps avant de me motiver à la faire, mais je suis assez content du résultat. Et en récompense, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous avez la vidéo de mon OCCT juste après avoir démarré la machine. Donc j'ai vraiment des tempes de fou furieux. Hein. En test power, un CPU qui dépasse pas les 65 degrés et une carte graphique qui dépasse pas les 40 degrés. C'est quand même pas mal. Et pour ceux qui sont encore abonnés à la chaîne YouTube, je sais pas ce que vous foutez là, mais merci d'être restés. Et j'ai un très gros projet qui arrive. Le script est fini, il fait je crois 60 pages, donc accrochez-vous bien, ça arrive. Il me reste juste à tourner. À bientôt.